Que tu reçois 15 000 euros, fiston. Mon fils se moquait de moi, certain d'hériter les 160 millions que sa mère avait laissés. J'ai simplement attendu en silence. Quand le notaire a tourné la page suivante, son visage est devenu livide. J'étais debout devant le cercueil en chêne massif quand j'ai senti la main de mon fils me pousser sur le côté. Ce n'était pas un geste tendre, comme on pourrait s'y attendre lors d'obsèques. C'était délibéré, calculé, assez fort pour me faire trébucher dans les chaussures de ville usées que j'avais depuis 20 ans. « Pousse-toi, papa, tu as joué ton rôle. » La voix de David a tranché le murmure des condoléances comme une lame rouillée. 67 ans de vie, 42 ans de mariage, et c'est ainsi que mon fils unique me traitait le jour où j'enterrais Marguerite. Là, devant des cadres d'entreprise en costumes italiens, des voisins qui faisaient semblant de ne pas voir, des parents éloignés venus davantage pour le buffet que pour les souvenirs. Je n'ai pas pleuré, pas à cet instant. J'ai regardé le cercueil, où Marguerite reposait avec cette expression sereine qu'elle n'avait jamais eue de son vivant. Et je me suis demandé si elle savait, si de là où elle était, elle pouvait voir le monstre que nous avions élevé ensemble. Ou plutôt, le monstre qu'elle avait créé pendant que je tenais debout un foyer qui ne m'accordait aucun mérite. Brigitte, ma belle-fille, était adossée au mur du fond du funérarium, robe en soie noire, décolletée à la limite du respectable pour une cérémonie funèbre, ongles en gel rouge comme du sang séché. Elle a souri quand nos regards se sont croisés. Ce n'était pas un sourire de réconfort, c'était un sourire de victoire. Et à cet instant précis, j'ai compris. Ils avaient déjà tout partagé. L'héritage, les biens immobiliers, les voitures, les comptes en banque, tout. Comme si je n'étais qu'un obstacle administratif à contourner. La pièce sentait le lys blanc et l'hypocrisie. Ces énormes fleurs que Marguerite détestait, mais que David avait tenu à commander parce qu'elles projetaient une image de réussite. 140 compositions florales. Je les ai toutes comptées pendant que les gens défilaient avec leurs condoléances vides. Votre femme était une femme exemplaire, Thomas. Exemplaire. Ce mot m'a hanté toute ma vie. Exemplaire en cuisine. Exemplaire pour élever notre fils. Exemplaire pour me taire quand Marguerite rentrait à 3 heures du matin sentant le vin et l'eau de Cologne hors de prix. Mais à ses obsèques, tandis que mon fils me poussait et que ma belle-fille souriait, exemplaire est devenu synonyme d'invisible. La cérémonie a été brève. Marguerite n'était pas croyante, alors le prêtre a été rapide, professionnel, efficace, comme quelqu'un qui coche une tâche de plus dans sa journée. David a prononcé l'éloge funèbre. Il a parlé d'une mère visionnaire, d'une femme d'affaires brillante, d'une femme qui avait bâti un empire à partir de rien. Il n'a pas mentionné mon nom une seule fois, ni quand il a énuméré les personnes importantes de sa vie, ni quand il a remercié tous ceux qui l'avaient soutenu. 42 ans effacés en 12 minutes de discours répétés. Quand ils ont descendu le cercueil, David a jeté la première rose. Brigitte a jeté la deuxième. Ils ont attendu que je m'approche, mais pas pour me réconforter, pour s'assurer que je ne ferais pas de scène. Je me suis avancé lentement, sentant le poids de chaque regard me vriller le dos. J'ai jeté une Marguerite. Marguerite détestait les roses. Elle l'a sortie du cimetière du Père-Lachaise, tandis que les gens se dispersaient vers leurs voitures de luxe. David m'a rattrapé. Il était accompagné du notaire de famille, Maître Durand, un homme aux cheveux gris, avec des lunettes fines, qui me saluait toujours d'un hochement de tête qui semblait sincère. « Papa, demain à 10 heures, il y a la lecture du testament. Ne sois pas en retard. » Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation. J'ai passé cette nuit-là seul dans la maison que j'avais partagée avec Marguerite depuis que David avait 3 ans. Une maison bien trop grande pour une seule personne, pleine de pièces qui accumulaient les souvenirs comme la poussière. Je me suis assis dans le fauteuil du salon, celui en velours vert mousse que j'avais acheté dans une brocante de Montmartre en 1995, et j'ai laissé le silence m'engloutir. Est-ce que ça valait le coup ? Être exemplaire ? Si vous voulez savoir comment une vie entière de sacrifice peut être effacée en quelques secondes, abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire ne fait que commencer.
et ce qui suit va vous arracher des cris d'indignation. L'étude de Maître Durand se trouvait au 5e étage d'un immeuble haussmannien du 8e arrondissement, le genre qui reflète le ciel de Paris et vous fait vous sentir petit, rien qu'à le regarder. Je suis arrivé un quart d'heure en avance, comme je l'avais fait toute ma vie. La ponctualité était l'une des rares choses que mon père m'avait enseignées avant de mourir. Un homme qui se respecte ne fait attendre personne. La secrétaire, une jeune femme aux cheveux trop lisses pour être naturelle, m'a offert un café. J'ai accepté, mais la tasse tremblait tellement dans ma main que j'ai dû la reposer sur la soucoupe. Ce n'était pas de la peur, c'était de la rage contenue, celle qui fermente dans la poitrine et remonte dans la gorge comme de la bile. David est arrivé avec 20 minutes de retard. Il est entré dans le bureau comme quelqu'un qui envahit un territoire conquis, les épaules larges, occupant plus d'espace que nécessaire. Brigitte le suivait, en équilibre sur des escarpins dorés qui claquaient sur le parquet ciré. Elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur, dans l'air climatisé, comme si elle était encore en deuil, ou comme si elle voulait cacher les yeux de quelqu'un qui calcule chaque mouvement. « Bonjour, papa !» La voix de David était mécanique, de pure forme, le genre qu'on utilise avec un guichetier de banque. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé pendant qu'il se jetait dans le fauteuil en cuir à côté de moi, écartant les jambes d'une manière qui envahissait mon espace. Brigitte s'est assise de son autre côté, a croisé les jambes et a commencé à faire défiler son téléphone. La lumière de l'écran éclairait son visage sous des angles qui la rendaient encore plus calculatrice. Maître Durand est entré en dernier, portant une chemise marron usée. Il m'a salué d'un hochement de tête respectueux, puis il a regardé David avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer sur le moment. Aujourd'hui, avec le recul, je sais exactement ce que c'était. De la pitié mêlée de mépris. Bien, commençons. Maître Durand a ajusté ses lunettes et a ouvert la chemise, avec des mouvements lents, presque cérémoniels. Les dernières volontés de Marguerite Élisabeth Beaumont-Moreau, déposées chez le notaire le 15 mars de cette année, 3 mois avant son décès. 3 mois. Marguerite savait qu'elle allait mourir. Le cancer du pancréas était arrivé vite, mais pas sans prévenir. Et dans ces 3 derniers mois, elle avait pris des décisions. Maître Durand s'est raclé la gorge et a commencé à lire. Je sous-signais Marguerite Élisabeth Beaumont-Moreau, saine d'esprit, déclare par la présente comme mes dernières volontés. David tapotait ses doigts sur la table, un rythme irritant, anxieux, comme quelqu'un qui attend qu'on annonce un prix. Brigitte a posé son téléphone et s'est penchée en avant, enfin attentive. À mon époux bien-aimé, Thomas-Jacques Moreau, je lègue la somme de 15 000 € déposée sur un compte courant, ainsi que la propriété résidentielle située au 47 avenue des Tilleuls à Neuilly-sur-Seine. Le monde s'est arrêté. 15 000 €. Le rire de David a explosé comme un coup de feu dans cette pièce au mur lambrissé. Un éclat de rire bruyant, moqueur, qui a fait lever la tête à la secrétaire dehors. Il a frappé la table si fort que le stylo du notaire a roulé par terre. 15 000, 15 000. David s'est tourné vers moi, les yeux brillants de ce mélange de victoire et de cruauté que seul un enfant ingrat peut avoir. Papa, ça ne couvrira même pas les rendez-vous manucures de Brigitte. Qu'est-ce que tu as bien pu faire à maman pour qu'elle te laisse cette misère? Brigitte a laissé échapper un petit rire aigu, s'est couvert la bouche de sa main aux ongles rouges et a murmuré quelque chose à l'oreille de David. Il a ri de nouveau. Maître Durand est resté impassible, le papier toujours en main, comme s'il attendait que le cirque se termine. J'ai senti chaque mot de ce rire pénétrer ma peau comme des éclats de verre. 15 000 €, 42 ans de mariage, de lessive, de préparation de dîner pour des investisseurs qui m'accordaient à peine un regard, de tenir la main de Marguerite pendant les nuits où elle se réveillait en sueur à cause des dettes qui ont failli nous ruiner 2 fois. Tout ça valait 15 000 €. La maison, au moins, elle avait laissé la maison. Et pour le reste de la succession,
David n'a même pas attendu que Maître Durand finisse. Il a arraché le papier des mains du notaire d'un geste brusque. « Laissez-moi voir ça. Monsieur Moreau, s'il vous plaît. » Maître Durand a essayé de récupérer le document, mais mon fils lisait déjà à haute voix, l'excitation dégoulinant de chaque syllabe. À mon fils, David Auguste Moreau, je lègue l'intégralité de mes parts commerciales, de mes actions en bourse, de mes biens immobiliers commerciaux, de mes investissements financiers et de mes véhicules, pour une valeur successorale estimée à 160 millions d'euros. 160 millions. Brigitte s'est levée d'un bond et a enlacé David, criant comme si elle avait gagné au loto. Il l'a soulevée du sol, tournant avec elle au milieu de ce bureau de boiserie et de verre. Je suis resté assis, les mains jointes sur le sac en cuir synthétique que je portais depuis 8 ans, regardant mon fils célébrer comme si je n'étais pas là, comme si je n'avais jamais existé. « Tu sais ce que ça veut dire, mon cœur ?» Brigitte passait ses mains sur le visage de David, cette voix géniarde qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. On peut acheter cet appartement à Saint-Tropez et changer de voiture. J'ai toujours voulu une Mercedes décapotable. Tu l'auras. David l'a embrassée dans le cou là, devant le notaire et devant moi. Tout ce que tu veux, princesse. Tout. Maître Durand a rangé les papiers lentement, méticuleusement, sans regarder personne. Il a fermé la chemise, ajusté ses lunettes et a finalement levé les yeux vers moi. Il y avait quelque chose dans ce regard, un message silencieux que je n'ai pas compris sur le moment. « Monsieur Moreau, vous devrez signer quelques documents pour officialiser le transfert de la maison à votre nom. Pouvons-nous prendre rendez-vous la semaine prochaine ?» Avant que je puisse répondre, David a interrompu. « En fait, maître, à propos de cette maison... » Il s'est rassis, maintenant avec une posture d'homme d'affaires. Quelqu'un habitué à prendre des décisions. Elle vaut combien sur le marché actuel, cette propriété? Mon estomac s'est noué. C'est une résidence dans un quartier prisé, 400 mètres carrés de terrain, je dirais aux alentours de 2,5 millions d'euros. Maître Durand a répondu d'une voix neutre, 2,5 millions. David a caressé son menton pensif. Puis il m'a regardé comme quelqu'un qui évalue un vieil objet et doit décider s'il le garde ou le jette. « Papa, tu ne trouves pas que c'est une maison trop grande pour toi, seul à ton âge? Et s'il t'arrivait quelque chose, qui va t'aider ?» L'inquiétude dans sa voix était si fausse qu'elle en était insultante. « David a raison, papa. » Brigitte s'est approchée, m'a touché l'épaule avec ses ongles en gel. J'aurais voulu les lui arracher un par un. On pourrait te trouver un appartement plus petit, plus pratique. Ou peut-être une de ces résidences pour seniors. Certaines sont vraiment bien, tu sais, avec des infirmières, des activités. Une maison de retraite. Elle suggérait une maison de retraite. J'ai regardé le visage de mon fils. J'y ai cherché une trace du garçon que j'avais bercé quand il avait des coliques. Celui à qui j'avais appris à marcher, à lire, à faire ses lacets. Le gamin qui pleurait dans mes bras quand les autres garçons à l'école l'excluaient. J'ai cherché une étincelle d'humanité. Je n'ai rien trouvé. Seulement le reflet déformé d'un homme qui avait appris de sa mère que l'amour se mesure en euros. Et que moi, à ses yeux, je ne valais pas plus de 15 000. J'y réfléchirai. Ma voix est sortie ferme, me surprenant moi-même. Je me suis levé de la chaise, j'ai attrapé mon sac et j'ai marché vers la porte. Maître Durand m'a accompagné dans le couloir. Avant que j'entre dans l'ascenseur, il s'est penché et a murmuré « Monsieur Moreau, ne signez rien sans m'avoir parlé d'abord. Rien. Vous comprenez ?» Je comprends. Mais je ne savais pas encore pourquoi. Je ne l'apprendrai que lorsqu'il serait trop tard pour que David fasse marche arrière. Les jours suivants, la lecture du testament ont été comme vivre dans un congélateur émotionnel. David ne m'a pas rappelé. Brigitte a cessé de faire semblant d'être gentille. C'était comme si j'étais officiellement devenu un élément rayé de leur liste de priorités. Mais la maison restait à moi, pour l'instant. Je savais qu'il reviendrait. Les gens comme David et Brigitte reviennent toujours quand ils veulent quelque chose. Et le jeudi suivant,
À exactement 11 heures du matin, la sonnette a retenti avec cette insistance urgente de quelqu'un qui n'accepte pas d'être ignoré. J'ai ouvert la porte et je me suis retrouvé face à eux deux. David portait un costume gris anthracite que je n'avais jamais vu, certainement acheté avec l'argent fraîchement hérité. Brigitte portait un ensemble en lin beige et une mallette de cadre comme si elle était là pour affaires. Elle l'était. « Salut, papa. Il faut qu'on parle. » David est entré sans attendre d'invitation. Ses chaussures en cuir italien marquant le parquet que j'avais ciré la veille. Brigitte a suivi, son parfum français emplissant l'air d'une manière nauséabonde. J'ai fermé la porte lentement, comptant mentalement jusqu'à 10, une technique que j'avais apprise au fil de décennies à avaler des insultes. « Assieds-toi là, papa, c'est important. » David a pointé le canapé. Mon canapé. Comme s'il était propriétaire de la maison. Je me suis assis sur le bord, la colonne vertébrale droite, les mains sur mes genoux. Une posture que ma grand-mère disait appartenir à un homme qui ne plie pas facilement. Brigitte a ouvert la mallette et a étalé des papiers sur la table basse. Des plans d'étage, des estimations immobilières, des brochures pour des appartements compacts dans des quartiers dont je n'avais jamais entendu parler. « Regarde ce qu'on t'a apporté. » Sa voix était trop douce. Le genre de douceur qui précède le poison. De jolis petits appartements, meublés, dans des résidences avec sécurité 24 heures sur 24. Celui-ci a même une salle de loisirs pour seniors. Elle a poussé vers moi une brochure colorée. Un immeuble carré sans personnalité, avec de minuscules balcons et une piscine de la taille d'une baignoire. Le genre d'endroit où les gens vont pour disparaître tranquillement. On pense à ton bien-être, papa. David s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Cette posture de quelqu'un qui s'apprête à faire une offre généreuse. Tu serais beaucoup plus à l'aise dans un endroit plus petit. Pas d'escalier, pas de jardin à entretenir, pas de soucis de maintenance. Et cette maison? J'ai demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Eh bien, David a échangé un regard rapide avec Brigitte. On pensait la vendre. Le marché est au plus haut. C'est le moment parfait. Avec 2,5 millions en poche, évidemment. Et si je ne veux pas vendre? Ma voix est sortie calme, presque curieuse. Le sourire de David a vacillé une fraction de seconde. Brigitte a arrêté de feuilleter les papiers et m'a fixé de ses yeux calculateurs. « Papa, sois raisonnable. » Son ton a changé, est devenu plus dur. « Tu as 67 ans, seul. Cette maison est immense, coûteuse à entretenir. Et si tu tombais? Et si tu tombais malade? Qui va t'aider? J'ai des voisins, j'ai des amis. » « Des amis ?» Brigitte a laissé échapper un petit rire sec. « Papa, avec tout le respect que je te dois, la plupart de tes amis sont déjà morts ou en maison de retraite. Tu dois être réaliste. » Chaque mot était une gifle polie. David a soupiré, a passé sa main dans ses cheveux gominés et a changé de stratégie. Il s'est levé, a commencé à faire le tour du salon, touchant les objets comme s'il faisait un inventaire. Il s'est arrêté devant le buffet en merisier qui appartenait à ma grand-mère. Ces vieilleries. Il a frappé de ses jointures contre le bois sombre, le son résonnant creux. Ça vaut une fortune, tu sais. Merisier authentique, probablement 80 ans, 1500, 2000 € facile. Mon cœur s'est serré. Ce buffet avait appartenu à grand-mère Edith, passé à ma mère, puis à moi. Je polissais ce bois chaque dimanche, conversant avec les souvenirs qu'il renfermait. Techniquement, papa. David s'est retourné vers moi, les mains dans les poches. Tout ce qui se trouve dans cette maison appartenait à maman, et maintenant m'appartient. La maison est à toi, mais le contenu, eh bien, ça fait partie de la succession. J'ai senti le sol s'effondrer sous mes pieds. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis pratique. Il a haussé les épaules, comme s'il expliquait des maths de base à un enfant lent. Tu n'as pas besoin de tout ce bazar, et moi j'ai besoin de liquider des actifs pour investir dans l'entreprise. Maman a laissé la société, mais le fonds de roulement est serré. Brigitte s'est levée, a passé sa main sur le lustre en cristal de bohème de la salle à manger. Celui-là, par exemple,
Cristal véritable, 120 ans, devrait valoir 4-5 000 euros. On peut le vendre et t'acheter un luminaire moderne, beaucoup plus pratique. Ils étaient sérieux. Ils allaient vider ma maison, arracher chaque souvenir, chaque morceau d'histoire que j'avais construite. Demain, une équipe d'experts vient. David se dirigeait déjà vers la porte, comme si l'affaire était réglée. Ils vont cataloguer tout ce qui a de la valeur. Ne t'inquiète pas, papa. On ne prendra pas tes affaires personnelles, vêtements, photos, ce genre de choses. Tu peux garder ça. Quelle générosité. Brigitte m'a fait un bisou en l'air. Ce geste vide que font les gens quand ils veulent paraître attentionnés sans vraiment toucher l'autre personne. Réfléchis bien aux appartements, d'accord, papa? On veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Et ils sont partis comme ça, laissant des papiers éparpillés sur ma table, l'odeur du parfum cher dans l'air, et un trou noir là où le cœur d'un père aurait dû se trouver. Je me suis assis là, dans le silence pesant, qui s'installe après une tempête. J'ai regardé le buffet de grand-mère Edith, le lustre que ma mère avait acheté quand elle s'était mariée, les rideaux en lin que j'avais cousus à la main il y a 30 ans. 42 ans dans cette maison. Chaque coin avait une histoire. Chaque objet était un ancrage de mémoire. Et mon fils voulait tout liquider comme de la marchandise en solde. C'est alors que la sonnette a retenti de nouveau. Je me suis levé lentement, les jambes instables, m'attendant à ce qu'il soit revenu pour m'arracher un autre morceau de dignité. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Madame René, ma voisine, avec un plat de tarte aux pommes encore tiède entre les mains. J'ai vu ces deux-là partir d'ici avec des têtes de vautours sur une charogne. Elle est entrée sans cérémonie, a posé la tarte sur la table de la cuisine et m'a fixé de ses yeux perspicaces de quelqu'un qui a vécu longtemps et appris à lire les gens. « Raconte-moi tout, Thomas, et n'épargne pas les détails. » Et je lui ai tout raconté. Pour la première fois depuis la mort de Marguerite, j'ai ouvert la bouche et j'ai tout laissé sortir. Les humiliations, les 15 000 euros. Le plan pour me fourrer dans un appartement minuscule pendant qu'il vendait ma vie en gros. René a écouté en silence, coupant de généreuses parts de tarte qu'aucun de nous n'a touchées. Quand j'ai terminé, elle a enlevé ses lunettes, nettoyé les verres avec l'ourlet de son chemisier et a dit la phrase qui allait tout changer. « Thomas, j'ai été avocate pendant 40 ans avant de prendre ma retraite. Et ce que ton fils fait sans la contrainte. Tu as signé une procuration, des papiers qu'ils t'ont donnés? Non, pas encore. Bien. Ne signe rien et donne-moi le numéro de ce maître Durand tout de suite. » René a pris mon téléphone et composé. Elle a parlé à la secrétaire, s'est présentée comme maître René Lefebvre, conseil de monsieur Thomas Moreau. Une demi-vérité qu'elle a transformée en fait établi, et a exigé une réunion urgente. 20 minutes plus tard, nous étions dans sa voiture, une Peugeot 308 de 2012 impeccablement entretenue, en route vers le centre de Paris. Il y a quelque chose de très louche dans toute cette histoire, Thomas. Elle tapotait ses doigts sur le volant, réfléchissant. Une femme comme ta Marguerite ne laisse pas son mari sur le carreau comme ça. Pas après 42 ans. Quelque chose n'a pas été dit à cette lecture. Et c'est là que la première étincelle d'espoir s'est allumée dans l'obscurité. Peut-être que je n'étais pas aussi seul que David l'imaginait. Peut-être qu'il restait une carte dans la manche que personne n'avait jouée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis allongé dans le lit double qui semblait trop grand sans Marguerite à mes côtés, fixant le plafond où une tache d'humidité formait la silhouette d'un oiseau aux ailes déployées. Marguerite avait toujours dit qu'elle la ferait réparer. Elle ne l'a jamais fait. Les souvenirs sont venus par vagues, du genre qu'on ne peut pas contrôler. 42 ans déversés sur moi comme une pluie froide à l'aube. J'ai rencontré Marguerite en 1983 lors d'une soirée de remise des diplômes. J'avais 25 ans et j'étais en 3e année de comptabilité, le premier de ma famille à accéder aux études supérieures. Ma mère faisait des retouches de couture pour payer mes frais d'inscription. Mon père était mort quand j'avais 12 ans, ne laissant que des dettes et une montre en or que ma mère n'a jamais retirée. Marguerite débutait dans l'immobilier.
Elle avait une vieille Renault 5 rouillée, 3 robes rapiécées et une ambition qui ne tenait pas dans sa poitrine. Elle m'a regardé à travers la piste de danse bondée et a dit la chose la plus audacieuse que j'ai jamais entendue. « Tu vas m'épouser. Tu ne le sais pas encore, mais tu le feras. » Et je l'ai fait, 6 mois plus tard. Une cérémonie simple à l'église Saint-Sulpice, avec une pièce montée à un étage et une robe empruntée à sa cousine. Ma mère a pleuré de joie. « Tu as réussi, mon fils. Tu as attrapé une femme travailleuse. » Ce qu'elle ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que j'avais abandonné mes études 2 semaines avant le mariage. Marguerite avait obtenu un terrain en partenariat avec un autre investisseur. Elle allait construire son premier immeuble, elle avait besoin d'aide pour la paperasse, les calculs, les plans architecturaux de base. Juste le temps que le projet décolle, Thomas. Après, tu pourras reprendre tes études. Je ne les ai jamais reprises. 3 mois après le mariage, j'ai appris que Marguerite était enceinte de David. Elle a ouvert une bouteille de vin bon marché et apporté un toast à l'homme de la maison. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que ce pourrait être une fille. Ce n'en était pas une. David est arrivé, 3,4 kg, rouge et hurlant, pleurant chaque nuit, comme s'il était furieux d'être né. Le premier projet immobilier de Marguerite a été un échec. Son associé a disparu avec l'argent, ne laissant que des dettes et un procès au prud'homme. Je me souviens d'être assis à la table de la cuisine avec David, de 3 mois dans les bras, lui donnant le biberon, pendant que je regardais ma femme pleurer assise par terre dans le salon vide. Nous avions vendu les meubles pour payer les avocats. J'ai échoué, Thomas. Je suis une ratée. J'aurais pu être d'accord. J'aurais pu retourner chez ma mère, demander de l'aide, reprendre mes études, mais j'ai regardé cette femme brisée par terre et j'ai pris la décision qui allait définir les 40 années suivantes de ma vie. Lève-toi, tu n'as pas échoué, tu as trébuché. Maintenant lève-toi et recommence. Et elle s'est levée. Avec mon soutien, avec l'argent que j'avais secrètement mis de côté, avec les bijoux de ma grand-mère que j'ai vendus sans en parler à personne, nous avons réussi à payer les dettes les plus urgentes. Marguerite a recommencé, cette fois seule. De petits terrains, des maisons abordables, des marges serrées, je me suis occupé de David, de la maison, des factures, des impôts. Je faisais les tableaux à la main, vérifiais chaque facture, négociais les délais de paiement avec les fournisseurs en utilisant cette voix douce qui désarme les hommes habitués à crier. Quand David a commencé l'école, j'ai commencé à vraiment travailler. Je me réveillais à 5 heures du matin pour préparer les repas. Je déposais le garçon à l'école à 7 heures, passais la journée dans le bureau de fortune que nous avions installé dans la chambre d'amis. Je récupérais David à 5 heures de l'après-midi, préparais le dîner, aidais aux devoirs, le mettais au lit, et quand je m'allongeais enfin, Marguerite rentrait sentant la bière et l'épuisement, voulant parler de projet. J'ai peut-être bien dormi 10 fois pendant ces 10 premières années. Le premier grand tournant est arrivé en 1995. Marguerite a obtenu un financement pour construire un immeuble de 8 étages. Ce serait le plus grand projet jusqu'alors. Mais à mi-construction, l'entrepreneur a fait faillite. La moitié de l'immeuble terminé, la moitié des acheteurs voulant se retirer, la banque menaçant de saisir. Je me souviens d'être assis à cette même table de cuisine, David à 12 ans, jouant aux jeux vidéo dans sa chambre, quand Marguerite a dit « C'est fini, Thomas, je vais devoir déposer le bilan ». J'avais 37 ans. Mes cheveux commençaient à grisonner, les mains abîmées, à force de faire la vaisselle et la lessive. Pas de diplôme, pas de carrière, pas d'argent à moi, juste une alliance au doigt et un fils qui commençait à me regarder avec le même dédain que je voyais dans les yeux de sa mère. Mais je n'ai pas laissé Marguerite abandonner. J'ai appelé chaque acheteur. 32 appels. J'ai expliqué la situation. J'ai promis qu'on finirait. J'ai demandé juste 6 mois de plus. 28 ont accepté. 4 se sont retirés, mais nous avons trouvé de nouveaux acheteurs. Je suis allé à la banque seul. J'ai mis la maison en garantie sans le dire à Marguerite. J'ai obtenu un délai et un prêt supplémentaire. Cet immeuble a été livré en retard de justesse, avec des nuits blanches, mais il a été livré. Et le profit,
300 000 francs à l'époque, une fortune, a permis à Marguerite de décoller enfin. Elle m'a remercié ce soir-là, m'a emmené dîner dans un restaurant chic du 16e, a tenu ma main par-dessus la table et a dit « Tu es le fondement de tout, Thomas. Sans toi, je ne suis rien. » J'y ai cru comme un imbécile amoureux. J'y ai cru. Mais David écoutait. Il avait 12 ans et a entendu sa mère dire ça. Et tu sais ce qu'il a dit sur le chemin du retour? Maman a exagéré, hein, papa? Tu restes juste à la maison. C'est elle qui travaille vraiment. Marguerite a ri, a ébouriffé les cheveux du garçon et a dit « Petit malin ». Elle ne m'a pas défendu, ne l'a pas corrigé. Elle a juste ri. Et c'est là, dans cette voiture, en rentrant du restaurant, que j'ai compris. Peu importe combien je faisais, peu importe combien je donnais, je serai toujours invisible. L'homme en arrière-plan. Celui qui maintient tout ensemble mais ne brille pas. Les années suivantes ont été une escalade. Marguerite a construit plus d'immeubles, acheté plus de terrains, ouvert une société de promotion immobilière. L'argent a commencé à affluer. Et plus il entrait, moins elle était à la maison. Réunions, dîners d'affaires, voyages à des conférences. Je suis resté à m'occuper de David, qui devenait plus arrogant de jour en jour, à m'occuper d'une maison qui devenait plus grande et plus vide, à m'occuper d'une solitude qu'aucun meuble coûteux ne pouvait combler. Quand David a eu 18 ans, il a annoncé qu'il allait faire une école de commerce. Marguerite a célébré, planifiant déjà que son fils reprenne l'entreprise. Quand j'ai suggéré qu'il essaie l'architecture, mon rêve non réalisé, David m'a regardé avec pitié. L'architecture, c'est pour les artistes, papa. Les vrais hommes font du business. Et Marguerite a acquiescé d'un hochement de tête. Mon fils a été diplômé, a rejoint l'entreprise de sa mère, a rencontré Brigitte à une soirée de remise de diplôme. Elle était en relations publiques, toute apprêtée, toute calculée. Ils se sont mariés vite. Marguerite a payé le mariage, 300 invités, buffet de fruits de mer, lune de miel aux Seychelles. Je n'ai été consulté sur rien. J'ai juste payé les factures, organisé les prestataires, choisi les fleurs. À la réception, pendant le discours, David a remercié sa mère pour tout ce qu'il était. Il n'a pas mentionné mon nom. C'est cette nuit-là que j'ai compris. J'avais élevé un monstre, ou plutôt j'avais laissé Marguerite élever un monstre pendant que je nourrissais la bête de mon silence. Et maintenant, 42 ans plus tard, allongé dans ce lit vide, fixant l'oiseau de la tache d'eau au plafond, je me demandais que vaut une vie dévouée. 15 000 €, selon le testament. Mais quelque chose me disait que Marguerite, à la fin, avait vu son erreur. 3 mois avant de mourir, elle avait vu qui était vraiment son fils. Et elle avait fait quelque chose. Je devais juste découvrir quoi. L'équipe d'experts est arrivée le mardi matin à exactement 9 heures. 3 hommes en blouse blanche avec des tablettes, accompagnés de David et Brigitte, qui sont entrés dans ma maison comme des envahisseurs polis. Je prenais mon café dans la cuisine quand j'ai entendu une clé tourner dans la serrure. Ma clé. Celle que j'avais donnée à David il y a des années pour les urgences. Il ne l'avait jamais utilisée jusqu'à maintenant. Et maintenant, il l'utilisait sans même sonner. « Bonjour, papa. » Sa voix a résonné dans le couloir avec cette fausse gaieté de vendeur à domicile. J'ai amené les experts dont je t'avais parlé. Ce n'était pas une visite, c'était une invasion territoriale. Je me suis levé lentement de la table, lissant le tablier que je portais depuis les années 90, carreau bleu délavé, avec une pièce sur la poche que j'avais cousue moi-même. Je suis allé dans le salon et j'ai trouvé les 3 hommes déjà en train de mesurer les murs, photographier les meubles, noter des chiffres que je ne pouvais pas comprendre. Acajou massif, quincaillerie d'origine, style Louis XV. L'un d'eux, le plus âgé, avec une moustache grise, parlait en passant sa main sur le vaisselier qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Excellent état. Le marché des antiquités paie bien pour des pièces comme celle-ci. Brigitte était assise sur mon canapé à faire défiler son téléphone, les jambes croisées comme si elle était chez elle. Elle portait un survêtement en velours, le genre qui coûte plus cher que tout mon salaire de l'époque où j'aidais Marguerite. « Papa,
Ça ne te dérange pas si je prends du jus dans le frigo, hein? Elle n'a pas attendu de réponse. Elle s'est levée et est allée droit à la cuisine, ouvrant les placards, fouillant comme si elle cherchait quelque chose au-delà du jus. David m'a attiré dans le coin du salon, loin des experts. « Papa, reste calme, ils ne font que cataloguer. On n'emporte rien aujourd'hui. » Le ton était condescendant, le genre qu'on utilise avec un enfant têtu. Mais tu dois comprendre. Maman m'a laissé la succession. Ces meubles, ces vieilleries, ça fait partie de la succession. Ces meubles appartenaient à ma famille. Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'attendais. Le buffet était à grand-mère Édith. Le vaisselier était à arrière-grand-mère Claire. Le lustre, et maman a payé la rénovation de cette maison quand vous vous êtes mariés. David a interrompu. Techniquement, tout ici a été acquis pendant le mariage, ce qui veut dire bien de la communauté. Et puisqu'elle était le principal contributeur, il a laissé la phrase en suspens, comme si le reste était trop évident pour être expliqué. Contributeur. Ce mot encore. Comme si 42 ans à tout tenir debout ne comptait pas comme contribution. L'expert moustachu s'est approché, tenant le buffet en merisier avec une révérence presque religieuse. « Monsieur, cette pièce est rare. Merisier français, probablement années 40. Quincaillerie d'origine, poignées en bronze. Elle est estimée à au moins 8 000 € dans les ventes aux enchères spécialisées. 8 000 €. Grand-mère Édith avait reçu ce buffet en cadeau de mariage. Ma mère gardait des serviettes en lin brodées à la main à l'intérieur. Je gardais des photographies de famille dans un tiroir secret que moi seul connaissais. Merveilleux. David a applaudi, se frottant les mains comme quelqu'un qui conclut une bonne affaire. Notez ça. Celui-là va chez Drouot. Drouot. Mon grand-père, qui était menuisier et est mort sans savoir lire, allait avoir les meubles qu'il avait construits de ses propres mains vendus dans une maison de vente aux enchères internationale. Et ce lustre, un autre expert a pointé le lustre en cristal de Bohême, de la salle à manger. Cristal de Bohême, authentique, 120 ans, 15 pendentifs d'origine, valeur estimée entre 6 et 10 000 €, selon l'acheteur. Ma mère avait économisé pendant 3 ans pour acheter ce lustre. C'était son rêve d'avoir quelque chose de fin dans la maison. Elle est morte sans jamais avoir dîné dessous. Elle est partie 2 mois avant l'installation. J'allumais ce lustre chaque dimanche et je faisais semblant qu'elle était là, assise en bout de table, souriante et fière. Celui-là aussi. Brigitte est apparue avec un verre de jus d'orange, donnant son avis comme si elle en avait le droit. « On va t'acheter un luminaire moderne, papa. LED, économe en énergie. Beaucoup plus pratique. Pratique, efficace, moderne. Des mots qui effacent l'histoire. » Les experts ont continué à travers la maison comme des fourmis cataloguant une colonie. Ils ont photographié la commode de la chambre en pin de Suède que mon père avait offerte en cadeau de mariage à ma mère. Ils ont mesuré le miroir vénitien dans le couloir, un héritage d'une tante que je n'avais jamais rencontrée, mais dont ma mère racontait l'histoire chaque fois qu'on passait devant. Ils ont même estimé l'horloge murale de la cuisine, celle à balancier qui marquait les heures avec un son métallique qui me calmait pendant les nuits blanches. Tout ça devrait facilement rapporter 50, 60 000. L'expert principal a annoncé après 2 heures d'inventaire. Marché garanti. Les gens paient cher pour les souvenirs sentimentaux des autres. Les souvenirs sentimentaux des autres, comme si les miens ne valaient rien. David a signé les papiers d'estimation avec un stylo Montblanc, un autre achat récent avec l'argent de sa mère morte. Il a mis les copies dans sa mallette de cadre et s'est tourné vers moi avec un sourire censé paraître rassurant, mais qui ne paraissait que prédateur. « Papa, la semaine prochaine, j'envoie un camion chercher les pièces. Je te laisse les meubles de base, lit, canapé, table, l'essentiel. » Il m'a touché l'épaule et il m'a fallu tout mon self-control pour ne pas reculer.
Et avec l'argent de la vente, je déposerai 1 000 € par mois sur ton compte, en plus des 15 000 que maman a laissés. Tu vois, tu auras de l'argent de reste. 1 000 € par mois. Il allait vendre 60 000 de souvenirs et me donner 1 000 par mois en aumône. Et il y a autre chose. Brigitte s'est approchée, tenant un cadre photo en argent de l'étagère. C'était notre photo de mariage. Marguerite et moi, jeunes et souriants, pleins d'avenir devant nous. C'est de l'argent massif, hein, papa? Ça doit valoir environ 1 500. Elle a commencé à retirer la photo du cadre. Quelque chose en moi s'est brisé. Non. Ma voix est sortie basse mais ferme comme du béton armé. Brigitte s'est arrêtée, la photo encore dans sa main, me regardant avec surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'un meuble parle. « Comment ça, non, papa ?» David a froncé les sourcils. « Tu n'emportes pas ça. » J'ai arraché le cadre photo des mains de Brigitte d'un geste rapide qui m'a surpris moi-même. Ni le buffet de grand-mère Edith, ni le lustre de ma mère, rien qui porte l'histoire de ma famille. « Papa, tu es irrationnel. Irrationnel. » Ma voix s'est élevée pour la première fois en 42 ans de mariage et 20 ans de veuvage anticipé. Irrationnel, c'est vous deux entrant chez moi sans permission. Irrationnel, c'est inventer que vous avez des droits sur des choses qui sont miennes par héritage de sang, pas par papier notarié. Le silence qui est tombé était lourd comme du plomb fondu. Les experts ont échangé des regards gênés. L'un d'eux a commencé à ranger sa tablette, signalant qu'il voulait partir le plus vite possible. David a fait un pas en avant, la mâchoire serrée, les yeux plissés. J'ai reconnu cette expression. C'était la même que faisait Marguerite quand on la contrariait. La même qui précédait les cris, les poings sur la table, les portes claquées. « Tu vas m'obéir », il a parlé lentement, chaque mot pesant 1 tonne. « Parce que je suis le propriétaire de cet héritage. Et si tu ne coopères pas, j'ai de très bons avocats qui prouveront au tribunal que ces meubles font partie de la succession de maman. Alors prouve-le. » J'ai entendu ma propre voix, mais elle semblait venir d'une autre personne, une personne fatiguée d'être piétinée. Va au tribunal, amène tes avocats, mais d'ici là, rien ne sort de cette maison sans mon autorisation, et je ne l'autorise pas. Brigitte a soufflé, levant les yeux au ciel. David, on y va. Laisse ton père avec son attachement malsain à ses vieilleries. On va régler ça avec Maître Durand. Ils sont partis en claquant la porte. Les experts ont suivi rapidement, soulagés de fuir le champ de bataille. Je suis resté seul dans le salon, tenant encore le cadre photo en argent, tremblant de la tête aux pieds. Pas de peur, de rage. 42 ans à avaler des insultes, accepter des miettes, être l'homme exemplaire qui ne se plaignait jamais. Mais il y avait une limite, et il venait de la franchir. Le même après-midi, Madame René est apparue à ma porte avec un thermos de café et cette détermination de quelqu'un qui n'accepte pas non comme réponse. Elle avait 70 ans, cheveux blancs coupés courts, lunettes à monture rouge et une posture droite qui défiait la gravité et le temps. J'ai vu le cirque qu'ils ont installé ici ce matin. Elle est entrée sans cérémonie, est allée droite à la cuisine et a versé 2 tasses de café. 3 hommes en blouse blanche, ton fils qui part avec une tête de quelqu'un qui a mordu dans un citron. Raconte. Et je lui ai tout raconté. Les experts, les meubles, l'humiliation de voir ma propre histoire évaluée comme de la marchandise de brocante. René a écouté dans un silence absolu, hochant la tête au bon moment, ses yeux alertes derrière ses verres épais. Quand j'ai terminé, elle a enlevé ses lunettes, les a nettoyées avec l'ourlet de son chemisier, une habitude que je savais déjà signifier qu'elle traitait des informations importantes, et m'a fixé avec sérieux. « Thomas, il y a quelque chose de très louche dans toute cette histoire. Très louche. » Elle a tapoté ses doigts sur la table, réfléchissant. « J'ai été avocate spécialisée en droit de la famille pendant 40 ans. J'ai tout vu. Des époux cachant des actifs, des enfants falsifiant des testaments, des partenaires manipulés. Mais ça, elle m'a pointé du doigt. Ça sent la contrainte et l'abus financier. Mais le testament a été lu par Maître Durand. Il est légitime. Il a été lu. Je n'ai pas dit qu'il avait été lu en entier.
René s'est levé, a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine, comme elle le faisait autrefois dans les tribunaux quand elle construisait un raisonnement. « Et dis-moi quelque chose. Ta femme était le genre de femme à laisser son mari de 42 ans sur le carreau comme ça ?» J'ai réfléchi. Marguerite était beaucoup de choses. Absente, bourreau de travail, parfois insensible, mais complètement injuste? Non. Elle savait combien j'avais sacrifié. Elle l'avait dit cette nuit-là, après que j'avais sauvé le projet d'immobilier. Tu es le fondement de tout. Non. J'ai répondu, ma voix sortant plus ferme. Elle ne l'était pas. Alors pourquoi elle te laisserait seulement 15 000 €? René a frappé la table, faisant teinter les tasses. Ça n'a pas de sens, à moins que quoi? À moins qu'il y ait quelque chose de plus dans ce testament. Une clause conditionnelle, une deuxième page, un avenant que Maître Durand n'a pas lu devant ton fils. Mon cœur s'est emballé. La phrase que le notaire avait dite dans le couloir m'est revenue comme un éclair. Ne signez rien sans m'avoir parlé d'abord, rien. Il a dit que je ne devais rien signer. J'ai murmuré plus pour moi-même que pour René. Qui a dit ça? Maître Durand, après la lecture du testament. Il m'a attiré à l'écart dans le couloir et a dit de ne rien signer sans lui avoir parlé d'abord. René a frappé dans ses mains une fois fort, comme quelqu'un qui vient de résoudre une énigme. Voilà, je le savais. Elle a attrapé ma main avec cette force surprenante de quelqu'un qui a passé une vie à conclure des affaires et démasquer des mensonges. Thomas, cet homme sait quelque chose que tu ne sais pas, et ton fils non plus. C'est pour ça l'insistance à te faire signer des papiers, vendre la maison, te mettre dans un appartement. Ils veulent te neutraliser avant que tu découvres. Que je découvre quoi? Ça, on ne le saura qu'en parlant à Maître Durand, maintenant. René prenait déjà le téléphone. J'ai essayé de protester, de dire qu'il était tard, qu'on pouvait attendre demain, mais Renée n'était pas une femme qui attendait quand elle sentait l'injustice. Elle a appelé l'étude, s'est présentée comme maître René Lefebvre, conseil de M. Thomas Moreau, une demi-vérité qu'elle a transformée en fait établi, et a exigé une réunion urgente. 20 minutes plus tard, nous étions dans sa voiture, une Peugeot 308 de 2012, impeccablement entretenue, en route vers le centre de Paris. L'étude de Maître Durand était vide à cette heure, presque 6 heures du soir. La secrétaire était déjà partie, mais il nous attendait personnellement à la porte. Veste jetée sur l'épaule, cravate desserrée, le regard de quelqu'un qui avait passé la journée entière en audiences épuisantes. « Monsieur Moreau ». Il m'a serré la main avec les deux siennes, un geste qui transmettait urgence et inquiétude. « J'espérais que vous viendriez. »« Entrez, je vous en prie !» Il a salué René avec le respect de quelqu'un qui reconnaît une collègue dans la profession. Il nous a conduits dans la salle de réunion, a fermé la porte soigneusement et, avant de s'asseoir, a vérifié que les fenêtres étaient bien fermées, comme s'il s'apprêtait à révéler un secret d'État. « Monsieur Moreau, je vais être direct parce que nous n'avons pas de temps à perdre. » Maître Durand a ouvert un tiroir fermé à clé, d'où il a sorti une chemise scellée avec un cachet notarié. « Votre femme est venue me voir 3 mois avant son décès. Elle a découvert quelque chose au sujet de votre fils. Quelque chose de grave. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Qu'est-ce qu'elle a découvert? » Maître Durand a ouvert la chemise avec des mouvements précis. À l'intérieur se trouvaient des documents, des relevés bancaires, des copies de contrats et, mon Dieu, des photographies. David détourne de l'argent de l'entreprise depuis au moins 5 ans. Il a étalé les documents sur la table comme un détective présentant les preuves d'un crime, de faux contrats avec des fournisseurs fantômes, des factures falsifiées, des virements vers des comptes écrans. À lui seul, il a détourné environ 8 millions d'euros. 8 millions. René a pris un des relevés, a fait courir son doigt le long de la ligne de chiffres, a sifflé bas. C'est criminel. Détournement de fonds, faux et usage de faux, blanchiment d'argent. Exactement. Maître Durand a retiré ses lunettes, s'est frotté les yeux fatigués. Marguerite était dévastée quand elle l'a découvert. Elle a engagé un commissaire au compte indépendant et a tout confirmé. Elle a pensé à porter plainte, mais elle n'a pas pu.
C'était son fils unique. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Ma voix est sortie tremblante. Elle a modifié le testament. Maître Durand a pris une enveloppe scellée de la chemise. Mon nom était écrit sur le devant de l'écriture tremblante de Marguerite, l'écriture qui s'était détériorée dans ces derniers mois. Mais pas un simple testament. Elle a créé une clause conditionnelle, intelligente, très intelligente. René s'est penché en avant, sentant la stratégie juridique. Quel genre de clause? Une clause de comportement. Maître Durand a ouvert l'enveloppe, révélant 2 pages dactylographiées. À la première lecture, je n'ai lu que la première page, celle qui laissait 15 000 à M. Moreau et le reste à David. Mais il y a une deuxième page, une page qui ne peut être lue que si certaines conditions sont remplies. Quelles conditions? J'ai demandé, pouvant à peine respirer. La clause dit ceci. Si mon fils David Auguste Moreau démontre, dans les 30 jours suivant mon décès, un comportement indigne, irrespectueux ou abusif envers son père, Thomas Jacques Moreau, tel que documenté par témoignage de l'exécuteur testamentaire, l'intégralité de l'héritage sera reversée à lui avec seulement la somme symbolique de 15 000 € allant à mon fils, le même montant que j'avais initialement attribué à son père. Le silence qui est tombé sur cette pièce était si lourd que je pouvais entendre mon propre cœur battre de manière désordonnée. Marguerite a fait ça, je pouvais à peine former les mots. Elle l'a fait, et elle m'a nommé exécuteur testamentaire, avec les pouvoirs de documenter le comportement de David pendant cette période de 30 jours. Caméra, enregistrement, témoin, tout est valable. Non. Maître Durand a fait glisser un petit appareil sur la table, un enregistreur numérique. J'ai tout enregistré. La lecture du testament où il s'est moqué de vous. La réunion d'aujourd'hui avec les experts qui ont envahi votre maison. René a pris l'enregistreur, les yeux brillants de cette satisfaction d'une avocate qui vient de trouver la preuve définitive. Combien de jours se sont écoulés? 23. Maître Durand m'a regardé avec intensité. Il reste 7 jours, monsieur Moreau. 7 jours pour documenter le caractère de votre fils. Il a rassemblé les documents. Et d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, il a fermé la chemise d'un geste définitif. Je pense que nous avons déjà plus qu'assez de matériel. J'ai regardé cette chemise. À l'intérieur se trouvait la rédemption. La preuve que je n'étais pas invisible, que mon sacrifice n'avait pas été vain, que Marguerite, à la fin, avait vu la vérité. Mais il y avait aussi la condamnation de mon fils, et autant qu'il le méritait, autant qu'il m'avait humilié et manqué de respect, il était toujours mon fils, et ça faisait plus mal que n'importe quel héritage ne pourrait guérir. René a fait du tilleul quand nous sommes rentrés. Elle a dit que c'était pour calmer les nerfs, mais je pense que c'était plus pour avoir quelque chose de concret à faire pendant que je digérais la bombe qui venait d'exploser dans ma vie. Je me suis assis sur la même chaise de cuisine où j'avais pris mon café 1000 matins d'affilée, où j'avais aidé David à faire ses devoirs, où j'avais pleuré en cachette quand Marguerite oubliait mon anniversaire. Et maintenant je découvrais qu'à la fin, elle avait essayé de tout réparer. Ou de tout détruire, selon l'angle. Tu dois comprendre quelque chose, Thomas. René a placé la tasse chaude entre mes mains. Marguerite n'a pas fait ça par cruauté. Elle l'a fait pour la justice. Et plus importante encore, elle t'a donné le pouvoir de choisir. Ah, quel choix! Laisser mon fils dans la misère. 15 000 €, ce n'est pas la misère, c'est une leçon. Elle a tiré sa chaise près de la mienne, a tenu mon visage de ses 2 mains, me forçant à la regarder. Écoute attentivement ce que je vais te dire, parce que c'est important. Tu ne détruis pas ton fils. Il s'est détruit lui-même quand il a choisi de voler sa mère, d'humilier son père et de penser qu'il s'en tirerait. Mais c'est mon fils, et tu es son père, pas son paillasson. La voix de René était ferme mais bienveillante. Être père, ce n'est pas accepter les abus. Être père, ce n'est pas permettre à ton fils de devenir un monstre sans conséquence. Parfois, la plus grande preuve d'amour,
c'est de laisser quelqu'un tomber pour qu'il apprenne à se relever seul. J'ai bu le tilleul en silence, sentant le liquide chaud descendre et réchauffer le vide glacé qui s'était installé dans ma poitrine. Renée avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Mais savoir ne rendait pas la décision moins douloureuse. Maître Durand a dit qu'il reste 7 jours. J'ai parlé plus pour moi-même. 7 jours avant que la clause soit déclenchée. Qu'est-ce qui se passe s'ils découvrent? Ils ne découvriront pas. Renée a croisé les bras, son mode stratège activé. Tu vas agir normalement. Si David appelle, réponds. S'il se montre ici, reçois-le. Laisse-le continuer à se pendre avec sa propre corde. Je ne sais pas si je peux faire semblant. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Sois juste toi-même. L'homme qui a survécu à 42 ans d'invisibilité sans perdre sa dignité. Renée m'a serré la main. Si à un moment tu vacilles, appelle-moi. Peu importe l'heure. Elle a dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. Elle a dit que c'était parce qu'il était trop tard pour conduire, mais je savais que c'était pour me tenir compagnie, pour s'assurer que je ne m'effondrerais pas seul avec le poids de cette vérité. Les jours suivants ont été les plus étranges de ma vie. David a appelé 2 fois. Une fois pour dire qu'il avait réglé l'histoire des meubles avec le notaire et que je n'avais pas à m'inquiéter. Une autre pour me faire savoir qu'il avait trouvé un appartement parfait pour moi dans une résidence pour seniors. Il y a une salle de loisirs, papa, et des ateliers d'artisanat. Tu vas adorer. Artisanat. Comme si j'étais un vieillard sénile qui n'était bon qu'à passer le temps avec ses mains. J'ai avalé ma rage, je l'ai remercié poliment, et j'ai raccroché. Renée, qui était à mes côtés, a pris des notes dans un petit carnet. Jour 25. Fils essaie de contraindre père à accepter appartement non désiré. Le jeudi, Brigitte s'est montrée sans prévenir. Elle a apporté des brochures pour des maisons de retraite, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de luxe et un sourire aussi faux que ses ongles en gel. Papa, regarde comme c'est joli. Piscine chauffée, infirmière 24 heures sur 24, salon télé avec le câble. Elle a étalé les brochures sur la table comme quelqu'un qui présente des options de vacances. Et le mieux, David a déjà payé le 1er mois. Tu peux emménager la semaine prochaine. Je ne vais nulle part, Brigitte. J'ai gardé ma voix calme, mais ferme. Elle a cligné des yeux, confuse, comme si elle ne traitait pas la possibilité de recevoir un non. « Mais papa, on a déjà conclu le marché. Tu vas perdre la caution si tu n'y vas pas. Alors perdez-la !» Je suis retourné à ma vaisselle, lui tournant délibérément le dos. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas autorisé, et je n'irai pas. J'ai senti sa rage irradier contre mon dos. Elle est restée là quelques secondes, respirant lourdement, avant de rassembler les brochures d'un geste brusque. « Tu es un ingrat. David veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi, et tu es ridicule avec cette obstination. » Sa voix est montée d'une octave. « Mais bon, quand tu tomberas seul dans cette vieille maison et que tu resteras par terre pendant des jours sans personne pour t'aider, ne viens pas pleurer. » Elle a claqué la porte si fort que l'horloge murale s'est arrêtée quelques secondes avant de recommencer à fonctionner. Renée, qui avait tout entendu depuis la chambre, est apparue avec son téléphone en main. Enregistré, menaces voilées, contraintes psychologiques, tentative d'abandon de personnes âgées. Elle a souri avec une satisfaction sombre. Maître Durand va adorer ça. Le samedi, 3 jours avant l'échéance, David est apparu avec des papiers. Beaucoup de papiers. C'était des procurations, des autorisations, des transferts de propriété, tout déguisé dans un langage juridique compliqué qu'une personne ordinaire ne comprendrait pas. « Papa, j'ai besoin que tu signes ça. » Juste de la paperasse d'inventaire. Il a placé les documents devant moi, offrant un stylo coûteux. Maître Durand les a envoyés. Des trucs de préfecture, tu sais comment c'est. J'ai pris les papiers, lu lentement chaque ligne, chaque paragraphe. Et là, caché à la page 3, sous le titre innocent « Cession de droits successoraux », était le piège. J'allais renoncer à toute prétention future sur la succession de Marguerite. Maître Durand a envoyé ça? J'ai regardé David dans les yeux.
Oui, je lui ai parlé hier. Un mensonge. Maître Durand m'avait appelé la nuit dernière pour dire que David avait essayé de prendre rendez-vous, mais il avait inventé une excuse de déplacement professionnel. Je vais le lire attentivement et ensuite je signerai. J'ai rangé les papiers. Papa, c'est urgent. Ça doit être fait aujourd'hui pour être déposé lundi. Alors ça devra attendre lundi. J'ai fermé le dossier, croisé les bras. Je ne signe rien sans le lire correctement. J'ai vu sa mâchoire se verrouiller, ses narines se dilater, ses yeux s'assombrir de cette façon que Marguerite avait quand on la contrariait. « Tu me défies ?» Sa voix est sortie basse, dangereuse. J'exerce mon droit de lire ce que je signe. Tu sais quel est ton problème ? David s'est levé brusquement, la chaise raclant le sol. Tu n'as jamais connu ta place. Tu as toujours cru avoir droit à une opinion, à une décision, à une voix. Mais la vérité, c'est que tu n'as toujours été que ça. Le mari de Marguerite. Et maintenant qu'elle est morte, tu n'es rien. Chaque mot était une gifle précise. Rien. Il a répété, savourant la cruauté. Tu crois que tu as construit quelque chose ? Que tu as aidé à quelque chose ? Tu étais le majordome de luxe, papa. Celui qui cuisinait, nettoyait et se taisait pendant que les vrais hommes ramenaient l'argent. Je suis resté immobile. Même Renée, qui était descendue quand elle avait entendu la dispute, n'a pas osé intervenir. Alors je vais te le dire d'une façon que même toi tu peux comprendre. David s'est penché près de mon visage. Soit tu signes ces papiers, soit je te poursuis pour obstruction à succession. Et crois-moi, j'ai de très très bons avocats. Des avocats qui prouveront que tu n'as pas la capacité mentale de gérer des actifs. Ils te feront mettre sous tutelle de force, si nécessaire. Il s'est penché encore plus près. Tu vas finir tes jours à baver dans un EHPAD de 3e zone, sous médicaments contrôlés et à regarder des feuilletons. C'est ça que tu veux ? Le silence qui a suivi était tranchant comme du verre brisé. Puis, pour la première fois en 67 ans, j'ai souri face à une menace. J'ai souri parce que je savais ce qu'il ne savait pas. J'ai souri parce qu'il ne restait que 3 jours. J'ai souri parce que chaque mot de ce discours était enregistré par le dispositif que Maître Durand avait discrètement installé dans le luminaire du salon. « Tu sais, David ?» Ma voix est sortie calme, presque douce. « Tu as absolument raison. Je n'ai jamais connu ma place. Parce que ma place n'a jamais été sous les pieds de qui que ce soit. J'ai pris les papiers et les ai déchirés lentement, un par un. Maintenant, sors de ma maison et ne reviens que quand tu auras appris que le respect ne s'hérite pas. Il se mérite. David a quitté ma maison ce samedi-là avec une haine si palpable que je pouvais en goûter l'amertume dans l'air. Il n'a pas claqué la porte cette fois. Il est juste parti en silence. Et ce silence était beaucoup plus effrayant que n'importe quel cri. Brigitte l'attendait dans la voiture, regardant son téléphone. J'ai vu par la fenêtre quand il est monté, a frappé le volant 2 fois et est parti à toute vitesse, les pneus crissant sur l'asphalte. Elle a regardé vers ma maison, et même de loin, je pouvais voir le sourire. Ce n'était pas un sourire de victoire. C'était un sourire de quelqu'un qui préparait quelque chose. Ils reviendront. Renée était à mes côtés, regardant la voiture disparaître au coin de la rue. Et ils reviendront avec tout. Je sais. 3 jours restants, Thomas. 3 jours avant l'échéance de la clause. Tu peux tenir ? J'ai regardé cette femme que je connaissais à peine depuis 2 semaines et qui était maintenant ma seule vraie alliée dans cette guerre silencieuse. Renée avait allumé une lumière dans un couloir que je croyais finir dans l'obscurité totale. Je tiendrai. Ma voix est sortie plus ferme que ce que je ressentais, parce que je n'ai pas le choix. Mais en fait, pour la première fois depuis longtemps, j'avais un choix, et je choisissais de ne pas plier. Ce même soir, Maître Durand est apparu discrètement par la porte de derrière. Il a apporté un ordinateur portable et une expression sérieuse qui faisait ressembler son visage à la scène d'un crime familial. « Monsieur Moreau, j'ai besoin que vous voyiez ça. » Il a ouvert l'ordinateur sur la table de la cuisine, ajusté ses lunettes et appuyé sur lecture. L'écran montrait mon salon, un angle discret capturé par la caméra cachée dans le luminaire.
Et il y avait David, en haute définition, disant chaque mot venimeux qu'il avait craché quelques heures plus tôt. Tu étais le majordome de luxe, papa, celui qui cuisinait, nettoyait et se taisait pendant que les vrais hommes ramenaient l'argent. L'entendre une deuxième fois ne faisait pas moins mal, mais cette fois, il y avait une couche de distance, comme si je regardais l'histoire d'une autre personne, un homme qui avait été humilié trop longtemps. J'ai aussi des enregistrements de la lecture du testament, de la réunion avec les experts, de la visite de Brigitte avec les brochures d'EHPAD. Maître Durand a fait glisser ses doigts sur le trackpad, montrant dossier après dossier de fichiers audio et vidéo. 27 jours de documentation, 27 jours de votre fils prouvant exactement le genre de caractère que votre femme craignait qu'il ait. Marguerite savait. Ce n'était pas une question. C'était une prise de conscience douloureuse. Elle savait ce que David était vraiment. Elle savait. Maître Durand a fermé l'ordinateur portable soigneusement, comme quelqu'un qui ferme un cercueil. Les détournements financiers ont été la goutte d'eau, mais Marguerite observait le comportement de son fils depuis des années. L'arrogance, le mépris, le manque d'empathie. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. De Durand, j'ai élevé un monstre. Et maintenant, je dois m'assurer que ce monstre ne détruise pas la seule personne qui a toujours été à mes côtés. Les larmes sont venues sans demander permission. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était des larmes de validation, d'enfin être vu par quelqu'un qui comptait. René a serré mon épaule, fort. 3 jours restants. Maître Durand a mis l'ordinateur portable dans son sac. Lundi, 30 jours se seront écoulés depuis la mort de Marguerite. J'ai convoqué une nouvelle réunion à l'étude pour une lecture complémentaire du testament. David ne sait pas de quoi il s'agit, mais il viendra. J'ai envoyé la convocation officielle par voie d'huissier. Il n'a pas le choix. Et s'il soupçonne, il ne viendra pas. Le notaire s'est permis un sourire discret. Il pense que cette réunion est pour que vous signiez enfin les renonciations à l'héritage. Je l'ai laissé entendre dans la convocation. Il arrivera confiant, victorieux, et repartira détruit. René a complété sans une once de pitié dans la voix. Le dimanche, la veille de la réunion finale, la maison était étrangement calme. Ni David ni Brigitte n'ont pris contact. Pas d'appel, pas de visite surprise, rien. C'était le silence avant la tempête. Et je pouvais sentir l'électricité dans l'air. J'ai passé la journée à ranger la maison, pas parce qu'elle en avait besoin. La maison était impeccable, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains pour ne pas devenir fou d'anxiété. J'étais en train de polir le buffet de grand-mère Edith pour la 3e fois, quand j'ai réalisé que je ne faisais pas que nettoyer du bois. Je disais au revoir, parce que peu importe ce qui arriverait demain, plus rien ne serait jamais pareil. Soit je perdrais mon fils définitivement, soit il apprendrait une leçon si dure qu'il ne me pardonnerait peut-être jamais de l'avoir appliquée. Qu'est-ce qui serait pire? Ce soir-là, René a insisté pour que je mange quelque chose. Elle a fait une soupe de légumes, l'a placée devant moi avec cette autorité de quelqu'un qui n'accepte pas la discussion. Tu dois être fort demain. Elle s'est assise en face à table, les yeux fatigués mais déterminés. Ça va être dur, Thomas, très dur. Regarder ton fils s'effondrer devant tes yeux n'est pas facile, même quand il le mérite. Tu crois que je fais ce qu'il faut? La question est sortie petite, vulnérable. René n'a pas répondu immédiatement. Elle a pris une gorgée d'eau, a regardé par la fenêtre de la cuisine où la pleine lune éclairait le jardin, et m'a finalement regardé avec cette sagesse de quelqu'un qui a affronté beaucoup de batailles. Ce qui est juste est rarement ce qui est facile. Ta femme t'a donné un choix, mais elle t'a aussi donné une responsabilité. Enseigner à ton fils que les actes ont des conséquences. Qu'on ne peut pas passer sa vie à manquer de respect à ceux qui nous aiment et s'attendre à s'en tirer. Elle a tendu sa main à travers la table, a couvert la mienne. Tu ne punis pas ton fils, Thomas. Tu sauves ce qu'il reste de son humanité. S'il en reste. J'ai peu dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à regarder le plafond, cette tache d'humidité en forme d'oiseau que Marguerite n'avait jamais fait réparer. Et soudain,
j'ai compris. Elle ne l'avait pas réparé exprès. Cet oiseau était un rappel silencieux que certaines choses n'ont pas besoin d'être réparées. Certaines choses, il faut apprendre à vivre avec, ou les laisser derrière. À 6 heures du matin le lundi, je me suis levé, je me suis douché, et j'ai choisi mes vêtements soigneusement. Pas de noir. J'avais porté assez de noir à l'enterrement. J'ai choisi un costume bleu marine que j'avais acheté il y a des années et que je n'avais jamais eu le courage de porter. Marguerite avait dit que le bleu marine était la couleur d'un homme important. Aujourd'hui, je serais un homme important. René m'a conduit à l'étude de Maître Durand. Aucun de nous n'a parlé pendant le trajet. Il n'y avait rien à dire qui n'avait pas déjà été dit. Je tenais juste fermement la bandoulière de mon sac, respirant profondément à chaque feu rouge, me préparant au moment qui allait définir le reste de ma vie. La voiture de David était déjà sur le parking quand nous sommes arrivés. Une Mercedes noire, flambant neuve, qu'il avait achetée la semaine d'avant, payée avec l'argent de sa mère morte. Il se tenait à l'entrée de l'immeuble, regardant sa montre avec impatience. Brigitte à ses côtés, mâchant un chewing-gum, ennuyée. Quand ils m'ont vu descendre de la voiture, David a souri. Un sourire large, confiant. Quelqu'un qui pense avoir gagné. « Bonjour, papa. Je vois que tu as finalement décidé d'être raisonnable. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste marché vers l'entrée avec René à mes côtés, comme une garde du corps émotionnel. Maître Durand nous attendait dans le hall. Visage neutre, professionnel. « Bonjour à tous. Montez, je vous en prie. Nous avons beaucoup à discuter. » Dans l'ascenseur, David sifflotait doucement. Brigitte regardait ses ongles. Je comptais juste les étages. 1, 2, 3. Chaque étage était un pas de plus vers la vérité. 4, 5, 6. Chaque numéro sur le panneau était un battement de mon cœur affolé. 7, 8, 9, 10, 11. Et enfin, 12. Les portes se sont ouvertes sur le couloir qui menait au bureau où ma vie allait être redéfinie. Où mon fils allait apprendre que sous-estimer un homme silencieux est l'erreur la plus coûteuse qu'une personne puisse faire. Où la justice allait enfin cesser d'être juste un joli mot. La salle de réunion était exactement comme dans mon souvenir. Table en acajou verni, fauteuil en cuir, large fenêtre montrant la ville en bas, petite, distante, inconsciente du drame sur le point de se dérouler à l'intérieur. David s'est jeté dans un fauteuil avec cette posture de maître de l'univers, jambes écartées, bras étendus sur le dossier du fauteuil à côté de lui. Brigitte s'est assise près de lui, a croisé les jambes et a commencé à faire défiler son téléphone, comme si c'était juste une réunion ennuyeuse de plus qu'elle devait supporter par obligation. René s'est positionné stratégiquement à mes côtés. Maître Durand est allé à la porte, l'a verrouillée d'un clic discret qui a fait lever un sourcil à David, mais ne lui a rien fait dire. Puis, il est retourné à sa chaise, a ouvert cette même chemise marron usée et a ajusté ses lunettes avec des mouvements méticuleux. « Bien ?» David a tapé sur ses cuisses, impatient. « Allons-y, j'ai apporté de nouveaux documents pour que mon père signe, plus simple cette fois, sans jargon juridique compliqué. » Il a poussé un dossier sur la table dans ma direction. « Maître Durand, pouvez-vous confirmer que tout est en ordre ? En fait, monsieur Moreau, nous n'aurons pas besoin de ces documents. » Maître Durand n'a même pas regardé le dossier. La réunion d'aujourd'hui a un autre objectif. Silence. David a cligné des yeux, confus. Brigitte a posé son téléphone. Comment ça, un autre objectif ? Sa voix avait perdu une partie de son arrogance. Nous sommes ici pour la lecture complémentaire du testament de votre mère. Maître Durand a ouvert la chemise, a sorti la même enveloppe que j'avais vue il y a quelques jours. Il y a une deuxième page qui n'a pas été lue à la première réunion. Pour des raisons légales et contractuelles, elle ne pouvait être révélée qu'après que 30 jours complets se soient écoulés depuis son décès. J'ai vu la couleur quitter le visage de David. Pas complètement, pas encore, mais assez pour que je sache qu'il commençait à comprendre que quelque chose n'allait pas. Deuxième page. C'est quoi cette histoire ? Il s'est penché en avant, essayant de paraître simplement curieux, mais j'ai vu la tension dans ses épaules.
Maman ne m'a jamais parlé d'une deuxième page, parce qu'elle n'était pas censée le faire. Maître Durand a répondu avec ce calme professionnel de quelqu'un qui a vu beaucoup de tempêtes. Votre mère a déposé cette clause additionnelle 3 mois avant son décès avec des instructions expresses qu'elle ne soit révélée qu'après une période d'observation. Observation de quoi? Brigitte s'était penchée en avant maintenant aussi, ses ongles en gel tapotant nerveusement sur la table. Du comportement de M. David Moreau envers son père. La température de la pièce a chuté de 10 degrés. David a laissé échapper un rire bref, gêné. Comportement? Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Maître Durand n'a pas répondu. Il a juste commencé à lire, sa voix ferme et claire, sans émotion. Clause additionnelle aux dernières volontés de Marguerite-Élisabeth Beaumont-Moreau. Considérant que j'ai des raisons de croire que mon fils pourrait ne pas traiter son père avec le respect et la dignité qu'il mérite après mon décès, j'établis ce qui suit. S'il est prouvé, par documentation appropriée collectée par l'exécuteur testamentaire, que David Auguste Moreau a démontré un comportement indigne, irrespectueux, coercitif ou abusif envers Thomas-Jacques Moreau dans les 30 jours suivant mon décès, silence assourdissant. À mon fils, dans ce cas, n'ira que la somme symbolique de 15 000 €, la même que j'avais initialement attribuée à son père, comme rappel que le respect et la dignité ne s'héritent pas, ils se méritent. David s'est levé d'un bond, la chaise manquant de basculer en arrière. C'est ridicule. Le cri a résonné contre les murs. Ça ne peut pas être légal. Ça ne peut pas être valable. C'est parfaitement légal. René a parlé pour la première fois. Sa voix d'avocate tranchant l'air comme une lame aiguisée. Les testaments peuvent contenir des clauses conditionnelles et celui-ci a été rédigé, exécuté et enregistré chez le notaire avec toutes les formalités nécessaires. Comportement indigne. David s'est passé les mains dans les cheveux. Il commençait à transpirer. Qui définit ce qu'est un comportement indigne? C'est trop subjectif. Pas quand il y a de la documentation. Maître Durand a allumé l'ordinateur portable qui était sur la table. Selon les instructions laissées par votre mère, j'ai été nommé exécuteur testamentaire, avec les pouvoirs d'observer et de documenter vos interactions avec M. Moreau pendant la période de 30 jours. Vous m'avez espionné? La voix de David est montée d'une octave. J'ai documenté. Maître Durand a corrigé, appuyant sur lecture. La première scène qui est apparue à l'écran était celle de la lecture du testament. David riant, éclatant de rire aux 15 000 € qui m'étaient laissés. Les mots ont résonné dans la pièce de nouveau, maintenant amplifiés par les haut-parleurs. 15 000, ça ne couvrira même pas les rendez-vous manucures de Brigitte. Brigitte s'est enfoncée dans son fauteuil pâle. La vidéo a continué. La réunion avec les experts, David cataloguant mes meubles comme de la marchandise. La visite de Brigitte avec les brochures d'EHPAD. Et finalement, la scène de samedi. David me traitant de majordome de luxe, disant que je n'étais rien, menaçant de me faire mettre sous tutelle de force. Chaque mot, chaque geste, chaque expression de mépris documentée en haute définition. Quand la vidéo s'est terminée, David était blanc comme du papier. Brigitte avait sa main sur la bouche, les yeux écarquillés. 27 jours de documentation. Maître Durand a fermé l'ordinateur portable. 27 jours de comportement qui caractérisent, selon l'analyse juridique que j'ai demandé à 3 spécialistes indépendants, abus psychologique, contra-coercition, tentative de détournement d'actifs et menace de séquestration. J'étais en colère. Les gens disent des choses quand ils sont en colère. David était désespéré maintenant, ses mains tremblant. Ça ne peut pas compter. Je ne savais pas que j'étais enregistré. Exactement. René s'est levé, s'est approché de la table avec la posture de la procureure, qu'elle avait été autrefois. Tu ne savais pas. Alors tu as révélé qui tu es vraiment quand tu penses que personne ne regarde. Et c'est ce que ta mère voulait découvrir. Pas le fils que tu prétendais être devant elle, mais l'homme que tu es devenu quand tu pensais qu'il n'y avait pas de conséquences. David s'est tourné vers moi,
Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu une vraie panique dans ses yeux. « Papa, papa, tu ne vas pas laisser ça arriver, n'est-ce pas? Je suis ton fils. J'étais juste stressé par la mort de maman, tu sais comment c'est. Ce n'était pas personnel. » Il suppliait maintenant, sa voix se brisant. « S'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça. » J'ai regardé cet homme de 40 ans, transpirant à froid, désespéré, suppliant. Et je n'ai pas vu mon fils. J'ai vu un étranger qui avait appris toutes les mauvaises leçons de la vie. « Tu as raison, David. Je ne peux pas te faire ça. » Ma voix est sortie calme, sereine. « Tu t'es fait ça toi-même. »« Non. » Il a frappé la table. « Je vais faire appel. Je vais faire annuler ce testament ridicule. J'ai des droits. Je suis fils unique. Tu peux essayer. » Maître Durand a rassemblé les documents avec une tranquillité irritante. « Mais tu perdras. Et tu dépenseras les 15 000 qui te resteront en frais d'avocat. C'est ton choix. » Brigitte s'est levée, attrapant son sac. « David, on y va. On va régler ça avec d'autres avocats, de vrais avocats. » Elle a lancé un regard venimeux à Maître Durand. Mais David n'a pas bougé. Il me regardait avec une expression qui oscillait entre la haine et l'incrédulité, comme s'il ne pouvait pas traiter le fait que l'homme invisible qu'il avait piétiné toute sa vie venait de retourner la situation. « Combien d'années, papa ?» Sa voix est sortie rauque. « Combien d'années as-tu passé à attendre ça? À planifier de me détruire ?» Je n'ai rien planifié, David. Ta mère a planifié. Je t'ai juste laissé montrer qui tu es vraiment. Je me suis levé, j'ai attrapé mon sac. Et si ça peut te consoler, j'espère que ces 15 000 € t'apprendront plus sur la dignité que 160 millions ne l'auraient jamais fait. J'ai marché vers la porte. René l'a déverrouillée, me l'a ouverte. Avant de sortir, j'ai regardé en arrière une dernière fois. David était toujours assis, la tête dans les mains. Brigitte était au téléphone, probablement déjà en train d'appeler des avocats, calculant s'il y avait encore un moyen de sauver l'argent, et je n'ai rien ressenti. Pas de joie de la victoire, pas de tristesse de la perte, juste un étrange vide, là où l'amour d'un père aurait dû être. Peut-être que c'était ça que signifiait être enfin libre. Les 3 mois qui ont suivi ce matin dans le bureau de Maître Durand ont été des montagnes russes émotionnelles auxquelles je n'étais pas préparé. David a essayé de contester le testament, comme promis. A engagé un cabinet coûteux, un de ceux avec un nom anglais et un accueil d'hôtel 5 étoiles. Mais Maître Durand avait raison. Il n'avait pas de dossier. La clause était solide, la documentation irréfutable, et 3 experts indépendants ont confirmé que le comportement enregistré caractérisait l'abus psychologique. La juge, une femme aux cheveux gris, avec les yeux fatigués, de quelqu'un qui avait vu trop d'ingratitude familiale, a rejeté l'appel en première instance. David a fait appel, a perdu de nouveau. Ça lui a coûté exactement 14 700 € en frais d'avocat. Il lui restait 300 de ce que sa mère avait laissé. Brigitte l'a abandonné la 2e semaine après la décision du tribunal. Il n'y a pas eu de lettre d'adieu, pas de drame. Elle a simplement fait ses valises pendant qu'il était chez l'avocat, a pris les bijoux qu'il lui avait donnés, la voiture qui était à son nom, et a disparu. Elle a laissé un mot collé sur le réfrigérateur avec 3 mots. C'était sympa tant que ça durait. J'ai appris ça par Madame René, qu'il avait entendu des commérages de l'immeuble où David habitait, qui se trouvait être une cousine d'une de ses anciennes clientes. Les réseaux d'information féminine sont plus efficaces que n'importe quel service de renseignement. Je n'ai ressenti ni pitié ni joie, juste une prise de conscience froide. Il avait choisi une femme qui l'aimait pour ce qu'il avait, pas pour qui il était. Et quand l'avoir s'est terminé, l'être n'a pas suffi. Quant à moi, pour la première fois en 67 ans, j'avais besoin de découvrir qui j'étais quand je n'étais pas défini par quelqu'un d'autre. Je n'étais plus le mari de Marguerite. Je n'étais plus le père de David. J'étais juste Thomas. Et Thomas avait besoin de se réinventer. La première chose que j'ai faite a été de rénover la maison, pas parce qu'elle en avait besoin. La structure était solide, mais parce que j'en avais besoin.
J'ai engagé une jeune décoratrice, une fille avec de grandes lunettes et des cheveux colorés, qui m'a écouté pendant 3 heures avant de tracer une seule ligne. « Vous voulez transformer les souvenirs en nouveaux départs », avait-elle dit, regardant les pièces avec des yeux qui voyaient des possibilités. « Faisons-le. » Nous avons peint les murs. Fini le beige et le blanc, les couleurs que Marguerite préférait parce qu'elles étaient neutres et augmentaient la valeur immobilière. J'ai choisi bleu cobalt pour le salon. Un bleu profond qui me rappelait l'océan que je n'avais jamais vu de près. Or, pour les détails, cadre, poignées de porte, les plaintes que la décoratrice avait suggérées et qui faisaient toute la différence. La cuisine a eu des carreaux de Delft dans des tons de jaune et d'orange, des couleurs qui semblaient garder le soleil à l'intérieur de la maison même les jours nuageux. Le buffet de grand-mère Edith est resté au même endroit, mais maintenant restauré, reverni, brillant d'une dignité renouvelée. Le lustre de ma mère a été nettoyé pièce par pièce, chaque pendentif de cristal poli jusqu'à ce qu'il reflète la lumière comme de petites étoiles. Et là où notre portrait de mariage avait l'habitude d'être accroché, Marguerite et moi, jeunes et pleins d'illusions, j'ai mis une photographie de moi à 25 ans, avant le mariage, quand je rêvais encore de devenir architecte. Ce jeune homme sur le portrait avait des yeux brillants. J'avais oublié que j'avais été comme ça un jour. À 67 ans, je me suis inscrit au programme d'université ouverte pour seniors. Pas pour terminer un diplôme d'architecture. Ce rêve était resté derrière, et c'était bien comme ça. Mais j'ai suivi un cours d'histoire de l'art, un autre de jardinage urbain et un troisième sur les droits des hommes sur lequel René avait insisté. On ne sait jamais quand on en aura besoin. Avait-elle dit avec ce sourire entendu, j'ai fait de vraies amitiés, pas les amitiés superficielles d'un mari d'une femme d'affaires, où on sourit au dîner et on ne révèle jamais rien de vrai. Mais des amitiés de gens qui se reconnaissent dans la douleur et le dépassement. Des hommes comme moi qui avaient passé des décennies à être invisibles et apprenaient à prendre de la place. Henri, 71 ans, veuf d'une médecin qui le trompait ouvertement et avait laissé la moitié de l'héritage à sa maîtresse. Robert, 65 ans, divorcé après avoir découvert que sa femme avait une seconde famille dans une autre ville. Jacques, 69 ans, qui ne s'était jamais marié parce qu'il s'était occupé de son père malade jusqu'à sa mort. Et quand il avait finalement été libre, il était trop vieux pour commencer. Nous nous réunissions chaque mardi après-midi dans mon salon bleu cobalt. Nous buvions du thé dans des tasses que j'avais achetées juste pour ça, de la porcelaine fine avec des détails dorés, et nous racontions nos histoires. Nous rions, nous pleurions, nous reconstruisions nos récits d'une manière qui avait du sens pour nous, pas pour les femmes qui nous avaient définis. J'ai planté un jardin dans l'arrière-cour. Des roses, du jasmin, de la lavande, des fleurs que Marguerite n'avait jamais autorisées parce qu'elles attirent les abeilles et demandent du travail. Maintenant, les abeilles venaient, et le travail était le mien, et il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à se salir les mains et voir quelque chose de beau pousser grâce à mes soins. 6 mois après la réunion chez Maître Durand, David s'est montré. Il ne m'avait pas prévenu qu'il venait. Il a juste sonné un samedi matin, et quand j'ai ouvert la porte, je l'ai à peine reconnu. Il avait maigri. Sa barbe n'était pas rasée. Ses vêtements étaient simples. Un t-shirt délavé, un jean usé, rien à voir avec les costumes italiens et les chaussures en cuir. « Salut, papa !» Sa voix est sortie rauque, comme si elle n'était pas beaucoup utilisée ces derniers temps. « David ?» Je ne l'ai pas invité à entrer. « Pas encore. Nous sommes restés là sur le seuil, un silence gêné s'étirant entre nous comme un vieux chewing-gum. Il a dégluti difficilement. « Il fallait que je te parle. » Alors parle. Il a regardé autour, la rue vide, ses pieds, partout sauf vers moi. J'ai trouvé un travail dans un cabinet comptable, assistant administratif, 1 SMIC et demi. Une pause. C'est humiliant. Moi qui étais directeur d'entreprise, maintenant je classe des papiers et je fais le café pour des gens qui gagnent moins que ce que je dépensais en déjeuner. J'ai attendu. Je n'allais pas lui faciliter les choses.
Mais il a pris une grande inspiration. C'est honnête. Et à la fin de la journée, quand je me couche dans le lit du petit appartement que je partage avec 2 autres gars, au moins je dors sans avoir l'impression d'avoir volé quelqu'un. Quelque chose a remué dans ma poitrine. Petit, prudent. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais peut-être le début de quelque chose comme ça. Et de pourquoi tu es venu ici, David? Il m'a finalement regardé et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Une honte authentique. Parce que j'ai passé 6 mois à te blâmer, à blâmer maman, à blâmer le monde. Et ce matin, je me suis réveillé et j'ai réalisé que le seul responsable, c'était moi. Ses mains tremblaient. J'étais un fils horrible, je n'étais pas juste ingrat, j'étais cruel, et tu ne méritais rien de tout ça. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes manipulatrices. Je les connaissais déjà. C'étaient les larmes de quelqu'un qui a finalement vu le monstre dans le miroir. Je ne suis pas venu demander pardon, parce que je sais que je ne le mérite pas. Et je ne suis pas venu demander de l'argent, parce que j'ai appris que l'argent que je n'ai pas gagné ne vaut rien. Il s'est essuyé le visage avec le dos de sa main. Je suis venu pour dire que j'ai compris. J'ai compris la leçon. Et je vais passer le reste de ma vie à essayer de devenir le fils que tu aurais mérité d'avoir. Je suis resté en silence pendant un temps qui a semblé éternel, puis je me suis écarté. « Entre, je vais faire du café. » Ce n'était pas un pardon complet, ce n'était pas une réconciliation immédiate, mais c'était une porte qui s'ouvrait lentement, prudemment, parce qu'à la fin j'ai découvert que la justice n'est pas une question de vengeance. C'est une question de restauration. Et parfois, restaurer signifie donner à quelqu'un la chance de reconstruire qui il est, même si ça fait mal, même si ça fait peur, même si on ne redevient jamais père et fils comme avant, parce que cet avant était cassé dès le départ. 2 ans ont passé depuis ce matin où David est apparu à ma porte. 2 ans qui m'ont appris que reconstruire des ponts est un travail lent, délicat, qui demande de la patience des 2 côtés. David n'est pas devenu le fils parfait des contes de fées. Il n'a pas emménagé chez moi. Il n'appelle pas tous les jours. Il ne prétend pas que des années de cruauté peuvent être effacées par quelques excuses. Mais il vient 1 fois par semaine, parfois 2, apportant toujours quelque chose de simple, du pain de la boulangerie que j'aime, des fleurs du marché, ou simplement sa présence. Nous parlons vraiment maintenant. Pas ces conversations superficielles de « comment ça va ?» suivies de « bien », mais de vraies conversations où il me parle de son travail. Il a été promu analyste financier. Il gagne assez maintenant pour avoir son propre appartement. Petit, mais à lui. Et je lui parle de mes cours, de mes projets de jardinage, des amis qui sont devenus ma nouvelle famille. Une fois, il a regardé le mur bleu cobalt du salon et a dit « C'est joli, je n'aurais jamais imaginé que tu aimais ces couleurs vives. » Moi non plus. J'ai répondu, servant le café. J'ai passé 42 ans à ne pas savoir qui j'étais au-delà de mari et de père. Je découvre petit à petit. Il est resté silencieux un moment, remuant le sucre dans son café d'un mouvement lent. Je suis désolé de t'avoir volé ça. Tu n'as pas volé, David. J'ai donné. C'est la différence que j'ai apprise. Je me suis assis dans le fauteuil en face de lui, celui qui est maintenant mon préféré, velours vert émeraude, acheté dans une boutique de meubles vintage. Personne ne peut nous rendre invisibles sans notre permission. J'ai choisi de disparaître parce que je pensais que c'était ce qu'un bon mari, un bon père faisait. J'avais tort. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons eue jusque-là. Pour mes 70 ans, David en avait 42. Il s'est montré avec un cadeau soigneusement emballé. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé un cadre photo en merisier, visiblement fait à la main, avec des sculptures simples mais soignées. Je l'ai fait dans un cours d'ébénisterie, a-t-il expliqué, rougissant légèrement. J'ai pensé, tu as toujours valorisé les choses qui portent une histoire. Alors j'ai voulu commencer à créer de nouvelles histoires. De bonnes. À l'intérieur du cadre se trouvait une photo de nous, prise 3 semaines plus tôt dans le jardin. Moi en train d'arroser la lavande, lui en arrière-plan aidant à tailler les rosiers.
tous les deux souriants. Pas des sourires posés, de vrais sourires, ceux qui arrivent quand on vit simplement un bon moment. Merci, fiston. Et cette fois, le mot fiston n'a pas fait mal. René a continué à être mon ancre. Nous dînions ensemble au moins 2 fois par semaine, alternant entre ma maison et la sienne. Elle avait commencé à fréquenter un veuf de 75 ans qu'elle avait rencontré lors d'une croisière aux Bahamas que nous avions faite ensemble. Quelque chose que je n'aurais jamais fait seul, mais sur laquelle René avait insisté que nous devions vivre. Thomas, nous avons passé toute notre vie à nous occuper de tout le monde. Il est temps de nous occuper de nous-mêmes. Elle avait raison. La croisière avait été libératrice. Voir l'océan pour la première fois à 69 ans m'a fait comprendre combien de choses j'avais cessé de faire pendant que j'étais occupé à être utile aux autres. Nous sommes revenus avec des valises pleines de coquillages, la peau bronzée et des projets de le refaire chaque année. Les amis du mardi, Henri, Robert et Jacques, sont devenus des confidents, des frères que j'ai choisis. Henri avait ouvert un petit atelier d'ébénisterie avec l'héritage qu'il avait obtenu au tribunal. Robert s'était remis à peindre, quelque chose qu'il avait abandonné à 20 ans quand sa femme avait dit que l'art ne payait pas les factures. Jacques avait adopté 3 chats et faisait enfin le voyage à travers l'Europe dont il avait toujours rêvé. Nous étions tous en train de fleurir à un âge où la société dit que nous devrions nous faner. Maître Durand est devenu un ami aussi. J'ai découvert qu'il était veuf, avait perdu sa femme du même cancer qui avait emporté Marguerite. Nous nous comprenions d'une manière silencieuse, comme peuvent se comprendre les gens qui ont survécu à des pertes profondes. Un après-midi autour d'un café, il m'a dit que Marguerite avait pleuré le jour où elle avait découvert les détournements de David. Elle s'en voulait, disait qu'elle avait élevé un fils qui valorisait l'argent plus que le caractère, parce qu'elle-même avait passé sa vie à courir après l'argent. Maître Durand remuait son café, regardant le liquide sombre, comme s'il y lisait le passé. La clause dans le testament n'était pas une vengeance, monsieur Moreau, c'était la dernière tentative d'une mère, enfin d'un père, de sauver son fils, de le secouer assez fort pour le réveiller. Est-ce que ça a marché? J'ai dit, pensant au David d'aujourd'hui, différent de l'homme arrogant qui m'avait poussé à l'enterrement. Ça a fait mal, mais ça a marché. Là, il y a 6 mois, j'ai reçu un appel inattendu. C'était d'une fondation qui soutient les hommes en situation de vulnérabilité. Il voulait savoir si je serais disposé à partager mon histoire lors d'un événement sur l'émancipation au 3e âge. Ma première réaction a été de refuser. Qui voudrait entendre l'histoire d'un vieil homme qui a mis 67 ans à trouver sa propre voie? Mais René, comme toujours, m'a convaincu. C'est exactement pour ça, Thomas. Parce qu'il y a des milliers d'hommes dehors qui pensent qu'il est trop tard, qu'ils ont dépassé le stade, qu'ils devraient accepter des miettes parce qu'ils ont déjà trop vécu. J'y suis allé, et j'ai parlé devant un public de 200 personnes. J'ai raconté mon histoire. Le mari invisible, le fils ingrat, la femme qui n'a vu ma valeur qu'en mourant, et la reconstruction pièce par pièce d'un homme qui pensait en avoir fini et a découvert qu'il ne faisait que commencer. Quand j'ai terminé, le silence était absolu pendant 3 secondes. Puis la salle a explosé en applaudissements. Des hommes pleuraient, d'autres souriaient. Certains sont venus me serrer dans leurs bras après, murmurant « Merci », comme si je leur avais donné la permission de recommencer eux aussi. Ce soir-là, rentrant chez moi en Uber, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la ville illuminée. La même ville où j'avais vécu 67 ans, mais qui semblait différente maintenant, plus colorée, plus vivante. Ou peut-être que c'était moi qui voyais avec des yeux nouveaux. Quand je suis rentré, je suis allé directement dans la chambre. Je me suis allongé sur le lit, j'ai regardé le plafond où cette tache d'humidité en forme d'oiseau était restée pendant des années. Elle n'était plus là. Dans la rénovation, l'artisan avait réparé la fuite, traité les dégâts des eaux, le plafond était impeccable, blanc, sans marque. Et j'ai réalisé que l'oiseau ne me manquait pas, parce qu'il n'avait plus besoin d'être au plafond. Il avait enfin appris à voler. Si cette histoire a touché quelque chose en vous,
Si vous avez reconnu en Thomas la force silencieuse que beaucoup d'entre nous ignorent avoir, laissez votre commentaire ci-dessous. Dites-moi d'où vous regardez. Et surtout, quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Parce qu'au final, ce n'est pas juste l'histoire de Thomas, c'est l'histoire de chaque homme qu'on a appelé juste, juste un homme au foyer, juste un père, juste un mari. Et un jour, a découvert qu'il n'y a pas de juste quand on parle d'un homme qui choisit de ne plus disparaître. Aimez cette vidéo si vous croyez qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour plus d'histoires d'hommes vrais, affrontant de vrais défis et trouvant une force qu'ils ignoraient avoir. Et souvenez-vous, le respect ne s'hérite pas, il se mérite. Mais la dignité, ça, vous l'avez déjà. Il faut juste vous en souvenir. À la prochaine histoire. Flip-flops. Clever. Right. It was worth it. Funny. Look at Maggie staying behind trying to gun them all down. Jesus. Am I meant to remember anything? Shame on you. That was funny. Where did that other door go to? That was upstairs. It said slums. Why Slums didn't just we go out outside. it? Another side outside, I Oh. guess. That's morbid. There's a flip side to that. You're also consistent at getting out of bed. You get out every day. Message out to the world See? and just You're consistent at eating. Consistent at playing games. Consistent at talking. Dr. Camden, this is Kyle Crane. Can you hear me? I can hear you. Shut up, Crane. Are you on your way? I'm ready to work. Just bring me the samples. That's exactly what I intend to do, One Doc. sec. Just remember, I'm surrounded by an army of infected. Affirmative. Expect me soon. Good. Not like I'm going anywhere. I fail at all those things? So maybe you fail at being depressed too then. Which turns itself into a positive. Right? That's how it works. You're welcome. This has been Therapy with Kimbu. You now owe me $450 for the 30-minute session. Straight up how my pocket felt going out of a psychiatrist. Was not worth it. Let me open it! 1 second, need to get a small loan. I'm not bothering with that. Why am I stuck? I only got one more repair on this thing left. Let's try it out. Oh, that's so neat! Oh, it doesn't work that well. Okay. Did you go outside? Yeah. Well, I'm So in. is the grapple still better? I mean, the glider didn't seem to work very effectively, but maybe it's just meant for like small spaces. True.
Me dead. I didn't actually think you would even die from that IRL. Like, I'm not even gonna lie. What did you do? Jumped off a building. Where are we going? The glider did die.